Bienvenue sur Développement Royal, le podcast dédié au business, au web et au lifestyle. Avec l'ambition de vous accompagner pour vous aider à vous épanouir et à vous développer. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane. À 31 ans, ce développeur de formation a investi dans l'immobilier et a été un des pionniers du co-living en France avec la plateforme hackerhouse.paris. Je vous laisse découvrir son parcours. Bonjour et merci Stéphane d'avoir accepté l'invitation pour Développement Royal. Stéphane, tu as fait plusieurs choses, tu es investisseur dans l'immobilier, tu es à la base développeur, tu es le fondateur d'une plateforme qui s'appelle Hackerhouse et tu es l'un des premiers en France à avoir fait du co-living. On va aborder tout ça au cours de cet épisode, ça promet d'être assez riche. Pour la blague, c'est la 3e fois qu'on enregistre, donc je pense que c'est enfin la bonne. Stéphane, est-ce que tu peux simplement te présenter, nous dire un peu d'où tu viens, quel âge tu as, quel est ton milieu social à la base? Ouais, donc je m'appelle Stéphane Bounmi, j'ai 31 ans, je viens de Paris, donc je suis né à Paris, d'origine chinoise cambodgienne. J'ai fait toutes mes études à Paris, j'ai vécu toute ma vie à Paris. J'ai fait des études d'ingénieur post-bac en 5 ans, donc pour être développeur, comme tu l'as dit. Voilà. T'es issu de quel milieu familial? Comment ça se passait chez toi si on part un peu sur ces fondements en fait qui t'ont un peu construit et défini, comme j'aime à le dire souvent? Je dirais fils d'immigrés, donc du coup mes parents au niveau de la classe sociale, ils ont commencé en tant que serveurs dans des restos, bistrots à Paris. Rapidement, ils ont créé leur business. Donc du coup, c'était des commerçants. Donc on avait notre propre restaurant. Donc d'ailleurs, c'était en face de l'île Saint-Louis, je me rappelle bien, parce que à mon anniversaire, tous les 14 juillet, je voyais le défilé. Voilà, parcours classique. C'est vrai que j'étais pas très bon à l'école. J'étais pas très assidu. J'étais toujours l'élève à peu mieux faire ou à des compétences. Voilà, c'est vrai que à l'école, l'échec, c'est vraiment mal vu. Je pense que c'était pas adapté aussi à ma façon de réfléchir. Et bon, j'ai quand même eu mon bac. J'ai quand même eu mon bac S. C'était le Graal pour tes parents qui étaient issus de l'immigration, etc. C'était important de valider ce diplôme? Pour eux, oui. Moi, ma mère me disait toujours, hein, si t'as pas ton bac, tu viens au resto et tu travailles. Donc, moi, je voulais pas aller au resto. Typiquement, je me rappelle toujours de cette scène. C'est pour ça que je ferai jamais de restauration. C'est que à la fin de la journée, tu sens toujours la friture. Moi, je sentais le nem. À la fin de la journée, tu pues, Ça fait quoi. un peu En plus, cliché. à l'époque, ouais, à la fin, en plus, avant, les gens pouvaient fumer dans les restaurants, donc pour eux, tu sentais la clope et les nems, tu vois, donc Génial. c'était horrible. J'ai toujours un mauvais souvenir de ça et je me voyais mes parents se tuer à la tâche. Typiquement, c'est des horaires. Quand on arrivait au restaurant à 10h pour préparer, on rentre à minuit. Et ça, c'est du lundi le jour de repos, c'était mardi. Donc, du coup, c'est du lundi du mardi au dimanche, au lundi. Donc, c'était pas facile. On n'avait jamais de vacances. Enfin, on avait rarement des vacances. C'était quelques mardis. Ma seule destination de vacances, c'était Deauville, par exemple. C'était la Normandie. C'était 2 heures, 2 heures de voiture. On se retrouve à Deauville. On passe la journée et puis on revient, quoi. Donc, c'est vrai que bon, j'ai eu tout ce qu'il fallait. Je veux dire, j'ai eu une éducation, ils ont payé mes écoles, etc. Mais c'est vrai que pour mon père et ma mère, c'était très difficile, quoi. C'était dur. Eux qui étaient venus du Cambodge, ils avaient déjà ce genre d'activité là-bas ou pas du tout? Ils avaient la fibre un peu entrepreneur commerçant, surtout que les Chinois, en fait, c'est très connu que les Chinois en Asie du Sud soient des entrepreneurs, donc c'est des commerçants. Pour info, ma mère, c'était plus dans une sorte de boulangerie, entreprise de gâteaux, et mon père, c'était le thé. Donc, ils avaient tous leur petite boutique, c'était des commerçants, ils avaient des employés, etc. Donc, ils avaient déjà l'habitude en fait de travailler dans un environnement où ils étaient indépendants et c'était pas du salariat. Et c'est vrai qu'en arrivant en France, ils ont dû tout reconstruire parce qu'ils ont fui la guerre. Donc, repartir de zéro, ça n'a pas été facile. Bon, ils sont arrivés à l'âge de 25, 26 ans, donc
On arrive dans un pays où on parle pas français, on a à peine 50 euros en poche, 50 francs à l'époque. Euh, voilà, donc ils ont tout reconstruit ici, ils ont investi dans l'immobilier aussi avec leur activité de commerçant. Donc c'est vrai que ça a permis énormément de choses. Je veux dire, moi je leur suis très reconnaissant. On va avancer sur ton parcours, on va dérouler. Après ton bac, en fait, qu'est-ce que tu as fait, vers quoi tu t'es orienté alors? Bah, je savais pas du tout quoi faire parce que j'étais, comme mes notes en fait n'étaient pas cassaient pas la baraque, bah tu t'inscris pas en classe de prépa. Je me voyais pas faire médecine et du coup par élimination je me suis retrouvé dans l'informatique parce que mon beau-frère faisait de l'informatique. Donc je me retrouvais à faire les écoles, à faire le tour des écoles privées en informatique et à m'inscrire quasiment à la dernière minute à une école qui s'appelle Epitech. Et c'est là que je commence le cursus d'ingénieur, enfin d'école d'informatique post-bac. Voilà. Il y avait une raison pour laquelle tu t'es orienté vers les écoles privées, genre il n'y avait pas l'équivalent dans l'école publique, ou c'était un choix délibéré de ta part? Non, parce que en post-bac comme ça, j'avais pas tellement le choix. Il y avait la fac, mais tout le monde me disait que la fac c'est un peu, t'y vas pas, on sait même pas si t'es là. Donc pour moi, j'avais besoin d'un suivi, surtout que je venais du bac S où je bossais pas tellement. Donc voilà, je m'étais dit bon, Epitech c'est 5 ans, je vais voir comment ça se passe. Bah, le métier de développeur, enfin je connaissais rien du tout, je savais pas faire de HTML ou quoi que ce soit, donc voilà. En quelle année tu rentres donc du coup à l'Epitech et comment ça se déroule pour toi au sein de cette école? Alors, je fais ma première année. Bah, du coup, Epitech, c'est un peu spécial. Ils ont ce qu'on appelle la piscine. C'est une période, en fait, une sorte de période intense, en fait, où tu apprends tous les rudiments du code, comment utiliser des lignes de commande, etc. Ils disent que c'est l'équivalent d'un bac+2 à la fac, mais que tu fais en 3 semaines. Donc autant te dire que tes journées commencent à 8 heures et finissent à minuit. Il y en a qui dorment même sur place, c'est assez connu, en mode sac de couchage, et tu dors et tu te réveilles et tu recodes. Donc vraiment, c'est pas du tout cliché, c'était vraiment ça. Donc c'est ce que fait actuellement l'école 42 de Xavier Niel. Donc ça a repris la même méthodologie. Et du coup, voilà, je fais ma première année et là, je vois que bah, je sais pas si je veux devenir développeur parce qu'on a tellement avalé de code que c'est vrai que j'étais un peu déboussolé. Et l'informatique, c'est beaucoup plus large que uniquement du code. Il y a du réseau, il y a du système admin, des bases de données, etc. Et je vais vers une école qui s'appelle Supinfo en 4 ans, donc je rentre en deuxième année. Et là, en fait, je me rends compte que c'était plutôt des vacances. C'est-à-dire que cette école-là, je la recommanderais à personne d'y aller. Euh, En tout cas, ça a beaucoup changé entre le moment peut-être avant, au tout début, où quand ça fonctionnait bien, mais ça a beaucoup changé. Et, euh, et du coup, c'est surtout pendant ces années-là où j'étais en alternance et où j'ai beaucoup appris euh, sur le métier de développeur et j'ai notamment travaillé sur des technologies qui me plaisaient beaucoup plus, comme le Ruby on Rails, qui est un langage web, comme le PHP. T'es en quelle année là quand tu fais Supinfo là quand tu fais tes 4 ans? C'est de quand à quand? Attends, j'ai eu mon bac en 2006, donc 2006-2007 c'est Epitech, donc 2007-2011 c'est Supinfo. Sur la fin de l'année 2011, tu pars, tu m'avais dit en Californie. Tu peux raconter un peu justement pourquoi tu es parti là-bas et comment ça s'est passé? Ouais, donc il y avait une grosse opportunité avec l'école de faire son dernier semestre là-bas. Donc voilà, je prends l'opportunité d'aller là-bas juste pour finir son semestre. Et en même temps, en fait, on a un double diplôme avec une université américaine. Et en même temps, en fait, ils proposent de faire un stage de fin d'études là-bas. Et si le stage de fin d'études se passe bien, on peut même prolonger d'un an. Donc du coup, moi, j'ai rapidement voilà, cherché à faire un stage là-bas parce que je pense que c'était une expérience intéressante. Et c'est vrai que, bah, qu'on découvre un peu enfin, tout va beaucoup plus vite. Autour de toi, quand tu marches dans la rue, tu vois des t-shirts, des hoodies de Facebook, Uber, Instagram. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Et c'est vrai que c'était une expérience. Voilà, les levées de fonds enfin, vont tellement vite. Hein. Moi, quand je suis rentré dans la startup, on était 15. 6 ou 7 mois après, quand j'ai fini, on était 35, 40, je sais plus. Donc vraiment, tout va très très vite là-bas.
2011 en plus, au niveau de la vallée, en fait, c'est quoi? Tu me disais, je crois, le Facebook a genre 2 ans, Uber est assez jeune encore. Enfin, l'état d'esprit, c'était assez. Pourtant, il y avait eu, je veux dire, il y avait eu l'éclatement de la bulle Internet en 2008. Mais comment ça se passe? C'est plutôt sympa. Et est-ce que c'est difficile, par exemple, aussi de se loger? Bah, les petites anecdotes. Non, Facebook a un peu plus, je crois. Je sais plus la date de création. Mais par exemple, Uber, c'était une application pour commander des limousines noires pour aller au resto et en boîte. On utilisait Uber juste pour ça et pour voir la voiture se déplacer sur la carte. C'était ça l'utilisation qu'on faisait d'Uber. Instagram, c'était une petite application avec les photofiltres, une application faite par trois ingénieurs dans un petit bureau. Donc voilà, c'est vraiment c'est vraiment à cette époque-là, en 2011, 2010-2011. Et ouais, donc le logement, bah, c'est horrible. Enfin, c'était pas si horrible que ça à l'époque, mais je sais que c'est devenu de pire en pire. Nous, typiquement, on était en coloc avec deux autres personnes de ma promo. On était dans un 80-90 mètres carrés. C'était donc un 4 pièces. Non, 1, 2, 3, 4, ouais, 4 pièces. Et on était un peu excentré de la ville. On était sur Sunset. Donc tout le monde nous rigolait quand je disais que je venais de Sunset, parce que quand je prenais le tram, bah, tout le matin, tu te tapes le brouillard en fait de la ville, mais le brouillard vraiment épais. Tu vois même pas à 5 mètres devant toi. C'est comme dans la série Charmed, la série avec les sorcières là, bah, c'est la même chose. C'est tous les matins tu te tapes le brouillard. Et donc il y a vraiment un microclimat sur San Francisco. Tout le monde pense que c'est le soleil, la plage et le surf, mais non, c'est un microclimat. On est dans un climat où il fait froid le matin et le soir il fait très froid. Le midi il peut faire chaud. C'est vraiment un climat assez spécial. Et en loyer, on était je crois qu'on était à $900 par personne, ce qui faisait ouais, quasiment 3000 dollars pour un 90 mètres carrés, je crois, là-bas. Et ce qui était plutôt pas cher, parce que maintenant, pour un studio ou une chambre au centre-ville, ça doit être dans les 2000-2500 dollars, quoi. Même plus. Je connais plus les prix du marché. Comment tu faisais, toi, pour te loger? Je veux dire, quels étaient tes revenus quand tu étais à ce moment-là en Californie, en tant que stagiaire d'une école là, en fin de cursus? Bah, en tant que stagiaire, là-bas, à l'époque, on était moi, je touchais 3400 dollars net, ce qui faisait du 55 000 à l'année, si on met ça à l'année. Donc voilà, même en payant mon loyer et en allant au resto et en allant faire du shopping toutes les 2 semaines, je m'en sortais bien. J'avais à mettre des sous de côté, quoi. Et est-ce que tu es rentré, parce que du coup, tu as fait 6 mois ou tu as poursuivi avec le 1 an en plus, ou tu es rentré en France entre-temps, non? Tu as fait quelque chose? Ouais, j'avais prolongé d'1 an, mais j'ai pas pu rester pour des raisons familiales. Du coup, je suis rentré 3, 4, 4, 5 mois après. Oh, donc, ouais. Ok. Et quand t'es rentré, du coup, c'est là que tu as été confronté à l'obligation de faire ton premier achat immobilier. Euh, C'est ça. donc, t'as repris la résidence de tes parents. Ça a Mm. été compliqué, je crois. Bah ouais, déjà, c'est compliqué parce que, bon, déjà, il y avait une histoire de succession. Donc, du coup, bah, quand tu rentres en France, tu viens d'être diplômé, le notaire te dit, bah, bravo, vous commencez votre vie active avec X milliers d'euros de dette. C'est pas non plus la joie. Donc du coup, voilà, j'allais pas repartir comme ça aux États-Unis. J'aurais pu repartir, mais je me suis dit bon, j'ai stabilisé les choses ici, je vais trouver un job et puis je vois comment ça se passe. Donc à la base, c'était vraiment temporaire. En 3 semaines, j'ai fait 2 entretiens, je crois, et j'ai eu un job au bout de en moins d'un mois. C'était pas très loin de chez moi, donc c'était pratique. Et du coup, j'étais développeur, on appelle ça développeur full stack en Ruby. Typiquement, je développais, je savais faire à la fois tout ce qui était interface, mais tout ce qui était base de données aussi. Donc voilà, j'ai commencé à travailler en rentrant en février 2000. Alors, oh là là, c'est février 2012, je crois, si je te dis pas de bêtises. Ouais, tu as été obligé de rentrer par rapport aussi de la famille et puis de faire face directement à bah, une succession et puis avec tout ce que ça concerne. Et puis, bah voilà. Alors que c'était pas forcément préparé, tu n'avais pas forcément les connaissances, etc. T'as dû prendre le taureau par les cornes, comme on dit.
quelque part aujourd'hui, malheureusement, c'était peut-être la façon la plus brutale, mais aussi ça t'a beaucoup appris cette expérience-là, et ça t'a vachement obligé de te mettre le pied à l'étrier, quoi. Derrière, ça t'a donné, je veux dire, envie justement de réussir ou de monter des choses pour justement toujours aller de l'avant. Ouais, je pense que c'est ça. Moi, je l'ai pris comme un obstacle à passer, en fait. Je me suis dit, bon, c'est vrai que quand tu es aux États-Unis, tu dépenses ce que tu gagnes et tu te soucies pas d'autre chose, quoi. Tu penses pas à la fiscalité, tu penses pas à investir. Je pense qu'à partir du moment où tu vis très bien ta vie et que tu regardes pas les étiquettes des prix, etc., tu te poses pas la question d'aller investir, d'aller plus loin. Mais c'est vrai que j'avais l'envie d'entreprendre, ça c'était clair et net, parce que quand tu es développeur, que tu as la capacité de créer des choses depuis ta chambre d'étudiant, ça fait rêver tout le monde. Et puis les Zuckerberg et compagnie aussi. Donc, c'est vrai qu'en rentrant, bah, tu te confrontes à la réalité. Tu connais même pas qu'est-ce que c'est que des droits de succession, pourquoi sur l'appartement où on habite, on doit payer X milliers d'euros. C'est vrai que c'est des choses que voilà, tu y fais face et puis tu te poses pas d'autres questions, quoi. Tu démarres dans cette boîte donc où tu es recruté en tant que dev. Tu Comment ça se passe en fait cette immersion, toi qui as quand même des ambitions du coup personnelles? Tu avais déjà créé des business d'ailleurs en parallèle pendant toute ta période d'études, etc. ou pas du tout? Si, si, j'avais carrément lancé plein de trucs en parallèle à mes heures perdues après mon boulot et le week-end. Typiquement, j'ai fait un site on appelait ça du dropshipping du coup. On commandait des vêtements coréens. C'est-à-dire, c'est la mode qu'on voit à Zara, c'est très inspiré de la mode coréenne actuellement. Tout ce qui ça rentrait aussi dans la vague qu'on appelait K-pop, etc. Donc, du coup, on envoyait en fait la marchandise de Corée directement chez les clients. Donc, c'était un site e-commerce tout simple. C'était sur quelle plateforme? J'avais fait ça en Spree Commerce. Enfin, j'avais fait une plateforme où j'ai dû coder à 80%. Enfin, c'était horrible à Il y maintenir. avait rien qui existait? Il y avait pas WooCommerce, Shopify et j'en passe et des meilleurs? Je sais pas, parce qu'en fait, moi, j'avais un bot qui synchronisait mes stocks avec le fournisseur coréen. Et il y avait rien qui faisait ça. Je faisais du scrapping. Enfin, bref, c'était une vraie usine à gaz. J'avais pas lu la semaine de 4 heures avant, donc du coup, je savais pas déléguer de support. Enfin, voilà. Ce qui avait fait couler le truc, c'était que souvent, en Corée, ils ont du free size ou du one size en taille. Et quand ça arrive en Europe, bah, les filles, elles ont pas forcément la même corpulence que ils peuvent pas mettre du one size et du free size. Donc du coup, bah, j'ai eu beaucoup de retours. Du coup, au lieu de le but du dropshipping, c'était de pas avoir de stock. Et je me retrouvais avec un stock en fait en faisant les retours clients. Bref, c'était bon, mais c'était une bonne expérience. Honnêtement, c'était une bonne expérience. Je regrette pas de l'avoir fait. Ok. Bon, allez, on revient sur le cœur du sujet. T'es dans la boîte où tu t'es fait recruter. Comment ça se passe et est-ce que t'as réussi à garder ce job? Ouais, donc j'ai travaillé pendant 3 ans et demi, sachant que pendant ces 3 ans et demi, j'ai quand même. Après, ouais, l'anecdote, c'est que tous les midis, en fait, au bout d'une quinzaine de jours, ou un mois et demi après avoir commencé mon job, je commençais à ramener en fait ma gamelle pour bah, faire des économies. Et c'était ma mère qui m'avait dit ça. Elle m'a dit bon bah t'as tes tickets resto, mais bon ça serait bien de ramener aussi ta bouffe parce que ça commence à revenir cher. Je fais ok. Et en ramenant ma gamelle, en fait, mes collègues m'ont dit, mais ça a l'air bon ce que tu manges, est-ce que tu pourrais nous en ramener? On aimerait bien goûter. Donc, j'en ramène un jour, voilà, pour 2 collègues, et ils me disent, bah écoute, nous on est prêt à te payer si tu nous ramènes 3, 4 fois par semaine. Et en fait, à partir de là, pendant 2 ans, en fait, je ramenais 2 sacs entiers de bouffe. J'étais un peu le Deliveroo avant l'heure, quoi. Donc, ou le Frischti, si tu veux. Toi qui voulais pas bosser dans la restauration, te voilà, te voilà en train de faire le Deliveroo dans la boîte, quoi. C'est vrai, mais il y avait le côté, on n'avait pas besoin d'être planté là et attendre les clients. C'est-à-dire que ma mère, elle se lève à 6 heures le matin, juste avant d'aller à la piscine, bah, elle prépare les plats et puis moi, je les ramène. Donc, pour moi, c'était un trajet Tu livrais, ouais, que je faisais déjà. et tu livrais combien de plats, là, globalement? 5, entre 5 à 6 par jour, je pense. Et les gens me payaient entre 7 et 8 euros, je crois, quelque chose comme ça.
Et comment ça se passe au niveau de ta boîte? C'est passé crème? Non, Ça t'a pas fait de vagues? t'as juste le CEO qui arrive et qui me dit, bon, bah écoute, t'as monté une boîte au sein de ma boîte, quoi. Donc, en rigolant, en rigolant. Ouais, il était client aussi ou pas? Quelques fois, mais pas trop, pas trop. C'était plus les gens de mon équipe ou la R&D qui mangeaient, mais voilà. Et comment les gens te payaient? Ils te payaient en PayPal, en Stripe? Comment ça se passait? Il y avait alors non, pas de Stripe. Il y avait des fois juste en monnaie, mais après il y en avait aussi en Bitcoin. Donc à l'époque où le Bitcoin ne valait pas grand-chose. Donc Donc là, t'es millionnaire en Bitcoin. je dirais pas ça, mais c'est vrai que ouais, ça a fait quelques Bitcoins. Tu me racontais que t'avais paumé tes Bitcoins à un moment donné. Ouais, parce que je les ai mis sur un disque dur et en fait, j'ai totalement perdu de vue les bitcoins jusqu'au jour où on m'a dit que ça valait 12 000 euros un bitcoin. Je me suis mis à les retrouver. Ouais, ça paraissait plutôt pas une mauvaise idée. Ça marche. Euh, donc tu fais ça et parallèlement, pendant ces 3 ans, en fait, tu gagnes correctement ta vie, tu vis à Paris, tu es développeur. Tu me disais que tu avais commencé à investir dans l'immobilier. Tu peux nous raconter ce qui s'est passé? Ouais, ma feuille d'impôt. Donc du coup, je reçois ma feuille d'impôt et première année, comme c'était pas une année Et là, tu as entière, pleuré. voilà, première année, c'était pas une année entière, donc ça allait. Et la deuxième année, c'était une année entière. Et là, je vois que 1,5 un mois et demi de salaire passe en impôt. Et elle me dit, mais mince, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et bah là, j'appelle ma sœur, je lui dis, bah écoute, qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, elle me dit d'investir dans des lois, à l'époque, c'était Duflo, je crois. Donc, d'investir dans du Duflo, du Pinel. Et c'est comme ça que je me suis lancé. Donc ta sœur te conseille d'investir donc dans des produits défiscalisants. Et donc toi, tu sautes là-dessus, tu te poses pas plus de questions et t'achètes donc un premier bien. Ouais, non, j'en achète deux d'un coup. J'achète deux logements en VFA, donc en vente état futur d'achèvement, dont un où c'est un Pinel. Et voilà, donc moi je regardais juste l'emplacement, le quartier, le prix à peu près par rapport aux autres promoteurs immobiliers. Et puis voilà, quand tu es en CDI et que tu as zéro emprunt, c'est vrai que bon, ça passait, t'avais pas de problème pour trouver le financement. C'était en quelle année du coup que tu fais tes achats et tu les prends où? 2014, je crois, l'année 2014-2015, vers ces eaux-là. Donc il y en a un vers Port d'Aubervilliers, donc dans le nouveau quartier d'Aubervilliers, en région parisienne, et l'autre aussi en région parisienne, à Vitry-sur-Seine, près du tram qui va vers Orly. Et tu justifies comment le fait d'acheter deux programmes immobiliers coup sur coup? Tu payes ça combien? Tu fais de l'apport, pas d'apport? Enfin, tu t'étais formé un peu à l'immobilier ou pas du tout? Ah non, pas du tout. Bah, je savais même pas qu'il y a des formations en immobilier. J'ai même pas pris la curiosité de chercher. Du coup, bah, celui à Aubervilliers, c'était 300 000, je crois. 300 000. Non, en fait, attends. Ouais, c'est ça. 300 000, apport de 70 000. Donc, emprunt de 230. Et Vitry, c'est 230 000 et zéro apport. Ouais. Et le deuxième, je crois que tu le justifies comme une RP, hein, Ouais, non, enfin le premier, le Aubervilliers, ouais. Aubervilliers comme. Je l'ai acheté en RP au début. Ok. Ouais. Donc on arrive, t'es au bout de à peu près de tes 3 ans dans la boîte, t'as fait tes deux premiers achats, bref, tu déroules. Et qu'est-ce qui se passe alors? T'as ton micro-business de vente de food dans la boîte et il va y avoir un changement. Qu'est-ce qui se produit en toi alors? Bah, en fait, en moi, je me suis dit, ah, ça y est, je vais faire un Airbnb de la bouffe. Donc, du coup, je vais mettre ma maman au travail et je vais mettre d'autres mamans au travail qui ont un peu de temps chez soi et qui cuisinent bien. Donc, je décide de faire une plateforme de bouffe entre particuliers. Et ça, voilà, je travaille ça le week-end. J'avais commencé à m'associer avec un ami d'enfance. Et Ouais, du c'est-à-dire t'as jamais lâché l'affaire. Tu t'es toujours dit, je vais monter un truc. Ah Et là, tu oui, te dis, ça y est, Eureka, j'ai l'idée cartonne au sein de la boîte, donc forcément, c'est duplicable. ouais, c'est ça, c'est ça. Je me suis dit, vas-y, je sais coder, je fais un Airbnb, c'est parti, on se met à coder. Je passe tous mes samedis, dimanches dans on appelle anti-café, donc tu payes à l'heure. Moi, j'avais la carte illimitée, je crois, donc du coup, je pouvais rester vraiment tout le temps. Et donc, je bosse, et après, en même temps, bah, je me dis, bon,
à chaque fois, je prenais mes vacances. En fait, je faisais jamais de pont ou quoi que ce soit. Je gardais toutes mes vacances et je partais toujours un mois et demi au mois de mai. En fait, mai, avril, parce que je calais tous mes jours pour faire la plus grosse coupure possible, en fait. Et à chaque fois, je partais à l'autre bout du monde. Donc, je partais soit en Asie du Sud, en général, plutôt vers l'Asie, ouais. Et en revenant, en fait, je me suis dit non. Je pense qu'à partir de la deuxième année, je me suis dit bon, je suis là, je fais mon job, mais j'en fais pas plus. Tu vois, genre, euh, je fais ce qu'on me demande de faire, mais je suis pas plus que ça. On avait du présentéisme, limite. Et, euh, et du coup, la deuxième année, j'ai commencé à dire, ok, faut vraiment que je quitte. Bon, deuxième année passe, troisième année, et là, à troisième année et demie, je me dis, bon, faut que j'en parle, et puis que voilà, qu'on trouve un arrangement. Et c'est là où, en 2015, alors je sais pas quand exactement, ça doit être été 2015, bah, j'arrête mon poste de développeur, et je décide de lancer la plateforme, ou peut-être 2015, et je décide de lancer la plateforme et de m'y consacrer à 100%. Comment elle s'appelait cette plateforme? Elle existe toujours? Ça s'appelait Fait Maison. Non, je pense pas. Le nom de domaine, il a dû expirer. Et quand tu fais donc une rupture conventionnée, tu te retrouves à toucher ton chômage en disant bah de toute façon j'ai ce délai pour lancer la plateforme et cartonner, c'est ça? C'est ça. J'ai 2 ans. Je me suis pas posé de questions. Je me suis pas non plus posé la question d'avoir un plan B, de me dire ok, je retrouve un travail si au bout des 2 ans je j'aboutis pas. Je me suis dit bon bah j'ai 2 ans, je vais forcément trouver un truc à faire, tomber sur un truc qui marche en 2 ans quoi. Sachant que tu avais quand même une forme de pression parce que si je me souviens bien, comme c'est quand même que la troisième fois qu'on refait l'enregistrement, tu as des potes au boulot qui disaient que tu étais complètement malade, tu avais pris 2 ans de cours, tu avais quand même une grosse charge d'emprunt sur le dos avec tes deux achats immobiliers défiscalisants. Ouais, attends, 1002, j'avais quasiment 2000 € d'encours par mois. Donc ouais, tous mes potes me disent, mais t'es fou, tous les gens qui prennent un prêt immobilier sur 20-25 ans, ils travaillent pendant 20-25 ans. Et moi, je me suis pas plus inquiété que ça. Je me suis dit, bon, j'arriverai à louer, à trouver un coin où dormir. Voilà, c'est vrai que ça m'avait pas fait plus peur que ça, en fait. Les obstacles que les gens te formulaient, comment dire, le pessimisme des gens, t'as jamais affecté au cours de que ce soit ta scolarité, tes projets, tes achats, etc. Si, si, mais après, bon, au final, la décision, c'est toi qui la prends. Donc, je veux dire, si j'avais écouté les gens, les avocats dès le début, même sur la création de la société, enfin, voilà, je pense quand tu entreprends, il y a toujours un facteur risque. Et c'est à toi de prendre les bonnes ou mauvaises décisions. Il y en a pas de bonnes ou de mauvaises. C'est toi qui endosse le risque. C'est pas eux, tu vois. Donc, Quelqu'un m'a dit un jour, il faut prendre la moins pire des décisions. ouais, ouais, je pense qu'elle est pas mal, celle-là. Elle est Et pas tu mal. m'avais dit, toi, ne demande pas la permission, demande pardon. Ouais, ne demande pas la permission, demande le pardon. Ouais, c'est ça. Ok, donc toi, tu lâches le boulot, tout le monde enfin, tes collègues te, te traitent de fou. Tu te retrouves donc 100% de ton temps à consacrer à la plateforme. Et est-ce que ça décolle? Comment ça se passe? Ah, catastrophique. Mon associé me lâche après que j'ai lâché mon boulot. Il me dit, écoute, moi, il faut que je bosse. J'ai besoin d'assurer mes arrières. Et je comprenais parfaitement. Sauf qu'il me le dit 2 mois après. Il se met en silence radio, quoi. Donc, Mais attends, je te coupe, je rebondis, mais ça aurait changé ta décision de quitter la boîte ou pas? Si dès le départ, le mec t'avait dit, je te lâche. non, non, je pense pas. Je pense Du coup, pas. pas de panique, alors quand ça se produit, Ouais, parce que je me suis dit, en fait, le boulot, je l'ai vraiment lâché parce que quand le dimanche soir, tu regardes Capital et tu te dis, putain, demain c'est lundi, il faut que je bosse, et que quand tu arrives lundi matin, tu te dis, ah putain, vendredi, c'est dans 6 jours, tu vois. Donc à partir du moment-là, je me dis, ouais, je peux pas conduire toute ma vie comme ça et me lamenter, en fait. t'étais Euh, pas aligné sur le truc que tu fais 80% de ton temps, quoi. Ouais, mais en soi, j'avais une équipe géniale, enfin, c'est un environnement génial. Je veux dire, c'est juste que je sais pas comment te l'expliquer, mais j'arrivais pas à trouver une envie qui fasse que, bah, euh, à 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, je serais toujours aussi motivé, quoi. Ok. Alors du coup, le mec te lâche, ça fait 2 mois que t'es parti de la boîte, et qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Bah là, j'ai décidé de m'entourer de gens. Donc, du coup, je commence à faire des événements de start-up. Je rejoins des hackathons,
des événements comme ça pour rencontrer du monde, parce que je savais très bien que pour aller loin, enfin, il fallait des associés. Et je me Un dis, hackathon pour les auditeurs qui connaissent pas le milieu, moi tu me l'as expliqué, mais tu peux simplement dire ce que c'est? ouais, en gros, c'est sur une période de, en général, c'est 36-48 heures, voire un peu plus, où on travaille sur un projet. Les gens donnent un projet et puis une thématique, et puis c'est trouver un projet sur lequel on travaille en équipe, et on le présente à la fin. Donc c'est quelque chose qui est très courant aux États-Unis, qui s'est aussi développé ici. Et on travaille vraiment sur des projets qui sont, voilà, des projets externes. Souvent, c'est organisé par des grands groupes. Du coup, bah, tu as la bouffe, etc. comprise. Et à l'occasion de ces événements, est-ce que tu fais est-ce que tu rencontres des gens intéressants, des gens qui t'aident en fait justement à faire grossir ta plateforme? Bah, pas directement, c'est-à-dire que c'est des gens avec qui tu bosses un week-end et tu vois que le feeling passe bien et donc du coup tu les rencontres après. Mais c'est à ce moment-là aussi que beaucoup de gens me parlaient d'une formation qu'on appelait le growth hacking et que je connaissais pas du tout. Typiquement, c'est d'allier des compétences de développeur avec ceux d'un marketeur pour vendre plus vite, etc. Et ce que Airbnb a utilisé à l'époque pour grossir. Et voilà, c'est comme ça que j'ai intégré en fait une formation. Alors là, c'est pareil, la formation, il fallait la payer aussi. C'est-à-dire que j'avais pas du tout prévu ce coup-là quand j'étais dans mes 2 ans de chômage. Et d'un coup, on te dit, bah écoute, c'est 3 000 euros. Ouais, c'était 3 ou 4, je sais plus. Pour combien de temps de formation? Alors c'était 1 an et c'était 3 jours par semaine ou 4 jours par semaine. Après, ce qui me plaisait beaucoup, c'était que tu viennes avec ton projet et on travaille sur ton projet. C'est-à-dire que bah, tu viens, tu présentes ton projet et puis les expériences, c'est un cas pratique en fait. C'est pas on t'apprend, on te donne plein de théoriques et puis tu te démerdes. Là, c'est tu viens avec ton projet, tu présentes tes expériences que tu as fait, eux ils te débriefent et toi en vrai tu repars chez toi, tu fais tes expériences, etc., etc. C'est pas forcément excessif rapporté au coût à l'année et par rapport, on va dire, s'il y a vraiment de la qualité de contenu, la qualité des équipes pédagogiques, etc., c'est quand même pas si mal. Bah, ils étaient assez convaincants et puis The Family a un environnement, le lieu était assez spécial. C'était les seuls à faire ça à l'époque, donc honnêtement, tu dis bon, enfin la formation c'est un investissement sur soi-même. Tout le monde te dira c'est le meilleur des investissements. Et puis je suis d'accord. Donc au final non, ça m'a énormément débloqué. Et surtout j'ai eu beaucoup de déclics sur l'entrepreneuriat que j'aurais eu pendant des années si j'avais jamais pris cette formation. Et alors, qu'est-ce qui se passe au sein de la structure? Est-ce que vraiment moi, je connais l'anecdote, mais est-ce que tu peux raconter un peu ce qui se passe? Au bout de combien de temps le déclic se passe justement? Donc voilà, au début, on suit un peu les cours théoriques, etc. Ils nous expliquent des expériences que eux ils font sur du growth hacking. Euh, Moi, genre, je refaisais mes pages web, etc. Et ça prenait pas trop, honnêtement, ça prenait pas. Et un Ça a soir, duré combien de temps, ça, en fait? Ça a duré, euh, je te coupe, excuse-moi, mais ça a duré combien de temps, cette partie-là, en fait? ça a duré quelques semaines, quelques mois, quelques semaines, quelques mois, 1 ou 2 mois. Parce qu'en fait, tu sors à l'été, tu m'as dit 2015, à peu près de la boîte. Au bout de 2 mois, ton associé te lâche. Toi, tu te mets à enchaîner les événements Hmm. on va dire, t'entourer de personnes qui vont t'aider, en fait, à venir, on va dire, casser le plateau de verre, en fait, d'être connu et de lancer vraiment ta plateforme à une grosse échelle. Et là, ça dure combien de temps, en fait? Genre, tout 2015, tout le reste de 2015, tu déroules sans forcément, quand est-ce que tu rentres, en fait, chez The Family, par exemple? Je crois que c'était septembre 2015. Ok. Je crois que c'était septembre 2015. Et puis, en fait, notre but, c'était de trouver la traction, comme on appelle ça. C'est de faire venir des visiteurs sur ton site et voir s'ils s'inscrivent ou s'ils adhèrent à ton service. Et moi, j'avais beaucoup de mal là-dessus. Alors, pour les auditeurs, qu'on soit clair, hein, c'est-à-dire avoir le trafic, quel qu'il Voilà. soit, arriver à générer ce trafic, et derrière, pas forcément d'ailleurs payant, hein, même du trafic naturel, et puis derrière, d'arriver aussi à convertir, c'est-à-dire d'avoir effectivement sur les gens qui viennent, qui les adhèrent à ton offre et à ta proposition d'offre, etc. Exactement. Et donc tout ça, tu lances ça, donc tu arrives fin 2015, tu me dis que tu refais pas mal de théories, de pratiques, etc. Ça t'amène jusqu'à quand? Combien de temps ça déroule avant qu'il y ait un changement qui s'opère? Alors, novembre 2015, en fait, je me rappellerai de cet après-midi-là. Un ami à moi vient me voir et me dit, on était dans le même espace de coworking, il me dit, écoute,
viens, on ouvre une hacker house. Alors moi, je le regarde, je lui dis, mais qu'est-ce que c'est qu'une hacker house? Et il me dit, bah écoute, c'est une maison où tu as des développeurs, des entrepreneurs qui vivent, dorment et travaillent, enfin, qui travaillent, dorment et vivent. Et je regarde et je fais, mais comment tu connais ça? Il me fait, bah, écoute, il y a la série Silicon Valley sur HBO et c'est exactement ça. Ça nous fait rigoler. Et je lui dis, écoute, tu sais très bien qu'une idée, ça n'a aucune valeur. On nous le répète depuis le début à The Family. Euh, Dans ce cas-là, on fait une page web et on voit ce que ça donne. Donc, on est plus, enfin, 30 minutes après, on commence à acheter le nom de domaine. J'ai acheté le nom de domaine hackerhouse.paris qui était disponible et on commence à faire le site. L'idée, c'était de très vite, enfin, un truc qui vous plaisait, qui vous séduisait, c'était de très vite tester, implémenter. C'est ça que tu avais vraiment appris le fondement de l'enseignement que tu avais reçu à The Family, quoi. C'est ça. Et c'était surtout vendre avant de construire. Parce que beaucoup de gens commencent à construire leur application, etc., sans vraiment savoir s'il y a une demande. Alors que le dicton, la citation fake it until you make it, c'est vends quelque chose sur papier. Si les gens achètent, là, va chercher les fonds ou construis ton application. Et c'est exactement ce qu'on faisait, parce qu'on a fait un site où on n'avait pas du tout l'appartement. En fond, il y avait une image de lit superposée avec une table au milieu et des gens qui travaillaient, dormaient et faisaient la cuisine. Donc, en fait, cet angle de vue résumait exactement notre concept qu'on voulait insuffler. Et nous, la proposition de valeur, c'était travailler, vivre et partager dans un 80 mètres carrés aux portes de Paris pour 500 € par mois. Donc tu mets ça en ligne, le vendredi soir là, après 2 heures de montage et de bidouille, et tu fais quoi de ce site alors? Donc on le met en ligne, c'était cette proposition de valeur-là, il clique, il y a un formulaire, il nous met nom, prénom, email, message, tout bête. Et là, on a eu 500 visiteurs uniques en 48 heures. C'est-à-dire on n'a jamais eu autant de visiteurs uniques de toute ma vie d'entrepreneur embryon. C'est-à-dire que j'avais jamais eu d'autant de visiteurs uniques en l'espace de 48 heures. Et Il y avait un hack, il y avait un hack que tu avais mis derrière ça, parce que c'est pas spontanément sur une recherche Google. Qu'est-ce que tu avais fait pour générer ce trafic? Ouais, sachant que Google, en 24 heures, il peut pas te connaître, surtout que personne taperait le mot Hacker House sur Google, c'était inconnu. Nous, on allait partager sur les groupes Facebook, en fait, des écoles, des groupes 42, des groupes de marketing digital, et c'est comme ça qu'on a attrapé ce qu'on appelle la traction, en fait. T'es allé mettre en fait sur sur des groupes ou des endroits, des communautés de geeks, hein, schématiquement, ou de gens qui sont intéressés par des écoles numériques franciliennes, pour essayer de capter en fait leur intérêt, c'est ça? C'est ça. Pour voir s'il y avait de la demande aussi. Donc nous, on avait 50 Et la personnes. boum. Ouais, il y avait 50 personnes qui t'envoient des messages et qui te disent, bah écoute, moi je suis prêt à emménager le mois prochain. Sauf que bah, j'avais pas les appartes et je savais pas quoi dire. Ouais, donc on temporise. À ce moment-là, on dit, bon, écoute, faut dire la vérité, faut dire qu'on aura les clics à partir de mai 2016. Voilà. Il y avait une anecdote assez marrante d'ailleurs, c'est que tu m'as dit, il y a même un mec de ton école qui t'a contacté. Ouais, donc en fait, le formateur à la formation de The Family, il s'inscrit en fait. Il s'inscrit, il m'a dit, écoute Stéphane, moi je travaille chez The Family, j'accompagne des startups à grossir, etc. Je lâche mon appart le mois prochain, moi je suis chaud pour revenir à cohabiter avec toi et les autres. Et en fait, bah, le lendemain qu'il m'a envoyé le message, moi je passais à The Family. Il savait pas qui était derrière, parce que des Stéphane, il y en a peut-être plein. Donc du coup, je passais à The Family et je présentais mes expériences que je faisais sur ma plateforme. Et d'un coup, je dis, bah sinon j'ai essayé ça aussi. Et j'ai commencé à mettre le site en fait sur l'écran géant qui est derrière nous. À chaque fois qu'on passe au tableau, en fait, on a une sorte d'écran géant, on branche notre ordi. Et là, il me fait, ah mais c'est toi qui avais fait les hackaras. Voilà, donc la petite aparté. J'adore cette histoire. Ouais. Là, il a halluciné. Et ça leur a dit, d'ailleurs, il y a eu une discussion à ce sujet. Est-ce qu'ils se sont dit, quand t'as raconté chez The Family ce qui s'était passé, l'expérimentation, etc. Est-ce qu'ils t'ont dit, ouais, vas-y, switch, pose la plateforme de bouffe pour l'instant et mets-toi à 200% sur Hacker House? Non, ils te le disent pas parce qu'en soi, nous, c'était juste un test comme ça. J'ai mis un petit temps après à lâcher quand même fait maison, peut-être quelques mois, quelques semaines à peine, quelques mois, je sais plus. Mais c'est vrai que eux, ils essaient pas d'influencer, eux, ils apportent plus le côté
le côté marketing, etc. Donc cette décision de lâcher fait maison pour faire Hacker House, c'était une décision où c'est propre à toi. Et donc c'est une décision que tu prends effectivement quelques semaines, quelques mois plus tard? C'est quand que tu lances vraiment Hacker House que tu t'impliques? Bah, je t'avoue que je dis quelques mois, quelques semaines, mais je crois que ça n'a même pas duré quelques heures. Dès que ça a marché, le site, enfin, t'es en ébullition parce que t'as tes chiffres Google Analytics qui s'affolent, t'as des gens du monde entier qui arrivent sur ton site. Enfin, c'est une sensation incroyable. C'est une des meilleures sensations d'ailleurs quand tu entreprends, c'est que ce que tu fais apporte de la valeur, les gens derrière leur écran reconnaissent cette valeur-là et puis confirment leur intérêt soit en s'inscrivant, soit en payant. Et pour moi, c'était la meilleure des choses. Et donc du coup, entre ce moment de novembre et avril-mai, quand j'avais... Avril-mai, c'est la date de livraison en fait. Bah, il y a un temps de latence et c'est vrai qu'on s'était dit, bon, ce qu'on fait, c'est surtout orienté communauté. Et pendant ce temps-là, en fait, on organisait des dîners chez ma mère, donc des dîners, des brunchs en fait. Donc des gens de l'extérieur venaient manger chez nous, on parlait start-up, etc. Les gens repartaient. Et en même temps, on présentait le concept de Hacker House. Donc il y en avait qui sont venus au brunch et qu'après, ils ont intégré la maison. D'autres non. Mais en tout cas, ça permet de créer cette communauté-là. Ça permet aussi de vérifier finalement les profils, parce que tu as des gens qui sont venus au brunch qui finalement pensaient qu'ils correspondraient au profil et ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas du tout envie d'intégrer une Hacker House. Oui et non, parce qu'après, c'est vrai qu'ils voyaient pas l'appartement, parce que là, c'était juste un endroit où on prenait un dîner ou un brunch. Donc c'était pas, ça voulait pas dire grand-chose. Mais c'est vrai qu'après, il y a des gens après, il y avait des gens qu'on voyait aussi, avec qui on pourrait cohabiter ou pas. Donc, c'était aussi un bon moyen, en fait, de faire un repas et de mieux connaître les personnes avant qu'ils habitent pendant 3 4 mois, quoi. T'avais combien de personnes en fait avant la réception? Parce que t'as décidé de faire la Hacker House dans l'appart d'Aubervilliers, dans les 75 mètres carrés, c'est ça? C'est ça, c'est ça. T'avais combien de Euh, personnes en liste d'attente pour quoi? Pour finalement combien de lits? C'était quoi un peu tes métriques? On avait à peu près entre 50 et 100, je pense, dans la liste d'attente. Mais après, je me suis vite rendu compte que des gens qui voulaient emménager en décembre 2015 avaient déjà trouvé quelque chose en fait en mai-juin 2016. Donc, ça correspondait surtout à une question de timing aussi. Donc, du coup, on devait relancer une acquisition, c'est-à-dire retrouver en fait des potentiels colocataires. Mais c'est vrai que comme on était assez certain de ce qu'on avait fait avant, quand on refaisait une annonce, en fait, on avait tout de suite immédiatement beaucoup de réactions. Donc, en fait, c'est ça, quand tu trouves cette réaction-là facilement, tu sais que tu vas fournir peu d'efforts en fait pour aller chercher des clients, enfin des colocataires là, en l'occurrence. Donc là sur Aubervilliers, bah, au début, moi j'ai habité pendant 8 mois, je pense 8 mois, un an avec eux, bah, pour comprendre un peu comment ça se déroule. Et du coup, on est arrivé sur une capacité de 8 lits. Donc en fait, c'était un T4. On a sacrifié une chambre pour faire un bureau privé pour que les gens qui veulent travailler, bosser tard la nuit, bah, ils puissent bosser. Et du coup, on s'est retrouvé avec 2 lits superposés par chambre. Voilà. C'est la vraie auberge espagnole, quoi. C'est le dortoir le dortoir montagnard version urbaine en fait. C'est ça, c'est ça. Nous, on voulait juste un environnement pour bosser, travailler, et que voilà, il y avait femme de ménage, tout était meublé, et un endroit pour dormir, et surtout des gens avec qui partager les hauts et les bas. Fais-nous un peu rêver là. Quelles étaient un peu les rentabilités, les taux de remplissage là pour les auditeurs qui parfois ont du 4%, les meilleurs font du 10%, et ça donnait quoi un peu tes métriques sur du Hacker House? Alors, les métriques. Alors, par personne, c'est 560. En taux de remplissage, on est quasiment à plus de 90, je pense. Il y a que le mois d'août où on est rempli à 50%, mais aussi le reste de l'année, c'est tout le temps rempli. Euh, on est à peu près à une renta. Attends. Après impôt, ça doit être entre 10 et 11, je dis pas de bêtises, je me rappelle plus exactement. Mais oui, ça faisait un cash flow de à peu près de 1500. Euh, À peu près de ouais, 1500 euros de cash flow sur un appartement à 300K aux portes de Paris, voilà, quoi. c'est ça, c'est ça. Du coup, ils partagent quoi? Ils partagent une salle de bain? Non, je commence à avoir des ratios. C'est que une salle de bain, enfin une salle de douche, une toilette, ça fait 4 personnes en fait. Donc là, c'est 2 douches, 2 toilettes. Et une cuisine américaine avec un frigo américain, c'est 8 personnes.
Au-delà, il faut que tu commences à penser à doubler les unités, comme le frigo surtout. Donc ta Hacker House livrée, en fait, t'as pu commencer à dégager des revenus qui sont arrivés au bon moment, puisque t'as vite resté un an en fait avant la fin de ton chômage. Ah, je me rappelle plus exactement, mais c'est vrai Parce que que du coup, t'es en mai, avril 2016, t'es parti été 2015, donc ouais, si ça te fait un an. L'année suivante, tu continues à développer la plateforme, et en fait, il s'est passé un truc, c'est que dès le début de ta Hacker House, tu me disais, t'as eu des publications, t'as eu des médias qui se sont intéressés à toi, et du coup, ça t'a apporté aussi un autre type de trafic. c'est ça. Du coup, tu as tous les Le Monde, Figaro, Parisien, etc., qui s'intéressent à ce concept, d'abord d'un point de vue sociétal, de comprendre pourquoi des jeunes sont prêts à lâcher leur studio et à vivre dans un environnement où il y a très peu de vie privée et énormément de partage. Donc, c'était aussi comprendre ce phénomène-là. Ce phénomène aussi que le numérique a un peu révolutionné par rapport au travail. Et là, ça, ça s'approche aussi sur le côté habitation. Donc voilà, beaucoup d'articles là-dessus. Et là, après, c'est vrai que oui, il y a des propriétaires avec, bah, du coup, le propriétaire d'Ivry qui m'aborde justement avec un immeuble de 240 mètres carrés ou 300 mètres carrés, à peine 6 mois à peine après le lancement de la première maison. Ouais, c'était fou d'avoir cet engouement en fait et d'avoir des gens avec ce type de patrimoine qui viennent vers toi aussi rapidement quoi. Voilà, donc, et là, on commence à voir que bah, faire une hacker house pour soi, c'est déjà du boulot, mais faire pour les autres, c'est encore un niveau au-dessus. C'est-à-dire que quand on passe de 1 à 2, le, la différence est énorme. C'est-à-dire on doit commencer à mettre des process en place, les paiements, créer une structure, etc. Donc, c'est vrai que c'était au début, ouais, on réfléchit pas deux fois hein, quand on vous propose 300 mètres carrés et que lui, il me disait toujours, c'est la phrase qui me marque beaucoup, il me dit, bah écoute, donc je viens, je visite, et il me dit, bah écoute, moi je suis suédois, je suis pas français, tu me dis demain si c'est bon pour toi, tu me dis tes conditions, et puis après-demain, je t'envoie un entrepreneur pour faire les travaux. Voilà, c'était ça. Le mec il se décide très rapidement quoi. C'est quoi son cœur de métier à lui? Son corps de métier, c'est la promotion immobilière, mais dans la surélévation, donc des immeubles à Paris. Et est-ce que tu as eu des objections en termes de réglementation, en termes justement de juridique? Il y aura plein de personnes qui ont peut-être pensé ou imaginé faire ce que tu as fait mais qui n'ont pas osé ou qui sont bloqués par des aspects légaux. Est-ce que tu as été embêté, toi, au niveau du co-living? Je veux dire, qu'est-ce qui est prévu réglementairement? Alors, il n'y a rien de prévu parce que ça n'existait pas. Donc, du coup, il n'y a pas de. Parce que les gens me disent, oui, j'ai un local commercial, j'aimerais le transformer en co-living, mais il n'y a pas de destination co-living à l'urbanisme et encore moins dans le juridique de façon générale. Euh, et c'est là, en fait, où, à la différence, où si j'avais beaucoup plus de connaissances en immobilier, je ne me serais jamais lancé là-dedans parce que c'est trop complexe. Si on m'avait dit que tu aurais dû faire tout ça pour faire ça maintenant, je l'aurais jamais fait. Typiquement, on part toujours de l'usage et on voit comment on peut s'intégrer sur le système actuel, le système juridique. Euh, et c'est vrai que bah en fait, on finit tous par maintenant les autres opérateurs de co-living aussi à bah, engager ses propres avocats pour faire des baux un peu sur mesure qui correspondent aux usages que l'on fait d'un bien pour cette activité. Oui, c'est difficile de toute façon de faire une réponse ferme là-dessus parce que il y a tellement de cas juridiques en fonction du bien, de l'usage du bien, s'il a la commercialité, pas de commercialité, et des baux qui vont y être affectés, que c'est difficile de faire une réponse unique en fait. C'est ça. Je fais une petite aparté, là je fais une parenthèse sur cette expérience de co-living. Tu parlais tout à l'heure du côté sociétal, j'ai vu un passage dans une émission où il faisait référence effectivement à un passage dans une hacker house. Tu as eu l'occasion d'héberger dans la hacker house en fait une personne qui était du coup sans domicile fixe? Oui. En fait, il faut savoir que dans les hacker house, on regarde jamais les conditions financières. C'est-à-dire qu'on ne demande pas à la personne à gagner 3 fois le loyer ou ou d'avoir 3 fois le montant du loyer en compte en banque. C'est-à-dire ce qui nous intéresse vraiment, c'est la motivation des gens à s'intégrer dans un groupe. Et souvent, quand on regarde les messages, les personnes qui nous envoient «Bonjour, je cherche une chambre», on les recale directement.
Par contre, les gens qui nous disent, bah voilà, moi j'aime ci, j'aime ça, j'ai eu l'occasion de faire ça, j'aimerais vous partager ça, voilà. Ça nous intéresse beaucoup plus et ça a beaucoup plus de valeur. Et c'est pour ça que bah, des gens comme bah, du coup dans cette émission Brian, je savais pas du tout sa situation. En fait, il me le disait pas. Donc moi j'ai vu que je me rappelle, il m'avait envoyé un message. C'était typiquement bonjour, je cherche une chambre. Du coup, je les recale. Et après, quelqu'un lui a dit que bah voilà, il y a des hacker house, tu devrais aller voir. Il s'est montré, et puis il m'a dit il était à côté, il s'est montré, et du coup on a discuté, et j'ai vu vraiment bah, dans ses yeux que voilà, il voulait vraiment, enfin, il avait vraiment l'envie, même s'il n'arrivait pas à l'exprimer. Et c'est à partir de ce moment-là, j'ai dit bon bah pourquoi pas, tu vois. Donc du coup c'est vrai que ça a permis des gens qui n'auraient pas pu accéder justement à un toit de pouvoir s'immerger. Lui aussi il voulait lancer quelque chose, donc du coup je lui ai dit bah écoute t'es au bon endroit parce que nous, c'est ça qu'on cherche à faire. Et voilà, donc il a vécu plusieurs mois avec nous et du coup, maintenant, il est intégré chez Station F, qui est un incubateur de Xavier Niel. Et c'est vrai que bah, voilà, c'est comment maintenant il explique bah, comment il passe de la rue à l'entrepreneuriat et les étapes par lesquelles il est passé. Et c'est pour ça qu'il me mentionne dedans. C'est vrai que j'étais un peu touché parce que même moi, je savais pas que il allait dans ce genre de mission et ils m'ont demandé de faire une petite vidéo aussi pour voilà. En tout cas, c'était les personnes à qui il était reconnaissant et qui remercie et voilà, j'en faisais partie. Ouais, effectivement, donc on essaiera de mettre si possible le lien si ça intéresse les gens parce que son projet est intéressant et puis c'est incroyable de voir effectivement qu'avec la détermination avec laquelle il a réussi à rebondir. Donc après cette petite parenthèse, là je vais revenir sur Hacker continue de se développer, tu mets en place des process, tu disais tu vas automatiser les choses et de là va naître aussi l'envie de lancer entre guillemets un sous-produit de la Hacker House qui va être Lewis. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est né Lewis? Alors, d'un constat simple, c'est que tous les biens ne pouvaient pas être, entre guillemets, éligibles à faire une hacker house. Typiquement, quand quelqu'un vient te voir avec un studio, t'es pas un magicien, tu veux pas pousser les murs. Donc, on s'était dit, bah voilà, l'appréciation de ce modèle de co-living, c'est la flexibilité, c'est aussi une rentabilité pour le propriétaire. Et du coup, on s'était dit, bah, vu que beaucoup de gens en fait souhaitent faire ce modèle flexible, etc., sans rentrer dans de la location courte durée, pourquoi pas proposer en fait un peu une partie du modèle juridique que nous on utilisait au sein de la Hacker House, qu'on appelle le bail mobilité, qui a été lancé l'année dernière, et de le proposer en fait à travers Airbnb, parce que Airbnb c'est une excellente plateforme pour avoir de la visibilité, pour avoir des colocataires, et d'apporter en fait cette pierre manquante aux biens qui correspondraient pas à des critères de co-living. Donc entre la Hacker House, tes propres appartements qui sont en co-living, maintenant Lewis que tu as lancé, tout cela t'a permis de remplacer, donc après tes 2 ans de chômage, tes revenus, t'es arrivé au même niveau de revenus que ce que tu avais avant. Comment ça se passe de ce côté-là? Parce que c'est le nerf de la guerre aussi, les finances. Ouais, je pense pas que j'arrive au salaire. Après, j'ai mis un temps déjà. Il y avait une transition entre le moment où tu n'as plus ton chômage, pouf, tout de suite, ça change vraiment. T'as plus de, t'es vraiment indépendant et livré à toi-même. Mais c'est bien parce que ça t'apprend à mieux gérer tes finances, etc. Ça a mis un certain temps, mais c'est vrai que bon, maintenant, le fait, déjà le fait que la plateforme tourne avec quelques biens à moi me permet aussi d'avoir la casquette propriétaire et de savoir exactement qu'est-ce qu'on attend aussi de la plateforme en tant que propriétaire. Ça peut être les paiements automatisés, ça peut être les facturations, etc., le remplissage, voire le planning, mais aussi d'un côté locataire, parce que du coup, on arrive aussi à voir bah, le type de message qu'on reçoit tous les jours des personnes qui postulent à ces maisons-là. Euh, c'est vrai que le fait qu'il y ait d'autres propriétaires sur cette plateforme permet aussi voilà, d'étendre financièrement aussi, d'avoir moins de risques. C'est vrai qu'auprès de la banque, bah, s'il y a 7-8 maisons et qu'au final, il y en a que sur 2-3 où il y a un encours, pour eux, c'est plus intéressant parce qu'on diversifie aussi, on minimise les risques. Et donc, comme tu disais, ça me fait une transition intéressante pour une deuxième partie qui sera plus courte que d'habitude, parce qu'on a pas mal abordé des choses dans la première. Mais cette fin de chômage, elle t'a aussi orienté
vers une autre conception, comme tu dis, toi qui avais pendant finalement, t'as complètement basculé, t'étais dans une hyper consommation quand t'étais en Californie, jeune développeur, etc. Et finalement là maintenant où tes revenus sont complètement alternatifs, dépendants de ta plateforme et des modes d'exploitation et de location alternatifs, t'es passé quasiment du côté du minimalisme en fait. Ouais, exactement. Je pense que déjà, monter sa boîte, c'est la meilleure expérience en termes de développement personnel. Je pense qu'il n'y a pas, mais on voit tellement de livres de développement personnel, mais le vrai développement personnel se crée à travers la création d'entreprise, parce qu'on en apprend plus sur soi-même, aussi sur les autres, aussi sur l'aspect financier, économique, etc., mais aussi sur soi-même essentiellement. Et je me suis rendu compte rapidement que j'étais dans ce phénomène de, voilà, toujours avoir le dernier iPhone, vouloir le dernier, acheter une voiture de sport, etc. Et je me suis rendu compte qu'au final, les choses qui rendent heureux, enfin sur le long terme, donc qui procurent du bonheur, c'est pas sur le matériel, mais c'est plus sur les relations humaines, les connexions humaines que l'on a. Tout ce qui est matériel en fait procure du plaisir, et le plaisir c'est toujours temporel, donc c'est sur un très court terme. Et je me suis vite rendu compte de ça, et je me suis rendu compte aussi que j'avais pas besoin forcément d'avoir une grande maison ou quoi que ce soit pour être heureux. Et là, c'est pour ça qu'on tend plus. Mon prochain objectif, c'est de vivre dans une tiny house. C'est-à-dire qu'une tiny house, typiquement, ça a été créé, introduit par la crise des subprimes aux États-Unis, lorsque beaucoup d'Américains ont perdu leur maison, qui sont en moyenne entre 105, 120 et 200 mètres carrés. Bah, ils ont dû se retrouver à vivre dans plus petit. Et c'est de là qu'est né les tiny house. C'est des sortes de mobil-home, mais avec le confort d'une vraie maison, tout en bois, sur des roulettes. Donc voilà. À part ce projet de Tiny House, tu me disais que tu avais mis aussi en place, il y a t'as plein d'actions quotidiennes en fait qui tendent à te désencombrer. On parlait hors enregistrement de Marie Kondo et je crois que c'est l'étincelle du bonheur, le rangement, l'étincelle du bonheur. On mettra les liens des livres de toute façon dans le descriptif du podcast. Tu m'as dit que tu donnais les vêtements, enfin voilà, ce qui me fait rire, c'est pas que tu donnes les vêtements, mais tu me disais, tu as vraiment appliqué, c'est-à-dire tu touches les vêtements pour savoir si c'est des vêtements importants ou pas pour toi. Tu peux nous expliquer un peu, ça va faire rire les auditeurs. C'est même pas les vêtements, c'est chaque objet en fait. En fait, faut toucher l'objet pour savoir si on. Parce qu'avant de ranger, en fait, ça sert à rien de ranger si on a trop de choses, on ne pourra pas les ranger. Et Marie Kondo disait, il faut faire le tri, il faut jeter pour pouvoir ranger. Donc du coup, j'ai commencé à dire, bah voilà, faut toucher les objets pour savoir s'ils procurent de l'émotion. Et c'est vrai que bah, quand je touche mon vélo électrique, ça me fait des émotions. Quand je touche mon Mac ou mon téléphone, ça le fait. Par contre, bah voilà, le t-shirt que j'ai mis 2 fois dans l'année, bah, il me procure rien du tout. Et du coup, c'est comme ça que bah, je fais le tri et que je donne à Emmaüs tout ce que j'ai pu accumuler durant mes 31 années. Et qu'au final, bah, ça me permet de vivre bah, avec moins de choses et me soucier de moins de choses aussi. Si on regarde un peu bah, pourquoi Zuckerberg ou Steve Jobs, bah, ils s'habillent toujours de la même façon, c'est parce qu'ils ne veulent pas prendre de micro-décisions qui les fatiguent en fait, à devoir dire bah, voilà, qu'est-ce que je dois mettre aujourd'hui ou qu'est-ce que je dois manger aujourd'hui. Donc, dans ta vie d'entrepreneur, tu as besoin de prendre des décisions uniquement quand c'est important. Et il ne faut pas se fatiguer pour des petites choses comme ça qui peuvent te prendre de la fatigue intellectuelle. T'en es même arrivé, tu me disais, pour éviter de penser à quoi tu manges, à faire du batch cooking. Tu peux nous raconter un peu? Exactement, c'est la recette miracle parce que je pense qu'on a tous le même besoin, c'est de manger. Le batch cooking, c'est de cuisiner pendant 2 heures. Enfin, c'est vendu comme 2 heures, mais on le fait toujours en 3 heures, voire 3 heures et demie, le dimanche ou le samedi pour tous les repas de la semaine. Donc en fait, c'est des portions qui sont énormes. C'est des portions pour 2 adultes, 2 ados. Nous, à deux, ça nous fait la gamelle du midi et ça nous fait le repas du soir. Et bah, au début, voilà, on cuisinait ça et au bout de 3, 4 fois, je dis non, c'est pas possible. À chaque fois, quand je finis la séance, je suis en PLS sur le canapé. Donc du coup, moi, je lui ai dit, écoute, on va appliquer la semaine de 4 heures. Tout ce qui procure pas de sensation quand tu fais une tâche, faut la déléguer, faut l'automatiser. Et du coup, souvent, je vais poster sur des plateformes de particulier à particulier, aide à la préparation de plats pour 2 heures, rémunéré tant.
Et c'est comme ça que j'arrive voilà, à aussi déléguer une partie de la préparation des plats. Et moi, je suis comme un chef d'équipe, faut couper les carottes, etc., etc. Et puis les gens, ça les fait rigoler. J'ai des reviews sur mon profil. Stéphane est un vrai team leader. Le coupage de carottes et d'épluchage de pommes de terre, c'est très bien passé. Bon, C'est excellent. voilà. Bon, est-ce que tu peux simplement nous dire aussi si tu as, on voit que tu as des process, tu es hyper organisé, etc. Tu as mis en place des routines, des habitudes de travail, puisque finalement, tu as récupéré ton temps, en fait. C'était ça ton objectif. Aujourd'hui, tu travailles pour tes projets. Est-ce que tu t'organises d'une façon particulière? Est-ce que tu utilises des outils ou des applications particuliers? Ouais, surtout que je pense que je me suis organisé parce que j'étais dans le chaos total et que j'arrivais plus du tout à gérer les choses. Au début, c'était tout bête, hein, mais avant de passer sur du Marie Kondo, par exemple, c'était les courriers. C'est-à-dire les courriers que je recevais, je les déplie, je les ouvrais, je les dépliais, je les mettais de côté. Et en fait, c'était vite, je tombais vite dans les impayés et du coup, je me retrouvais à payer plus. Et cette volonté de s'organiser, je me suis dit, bah, en fait, si j'arrive pas à m'organiser, j'arriverai jamais à travailler avec des autres et espérer que les autres soient organisés. Quand on s'organise tout seul, c'est bien, mais quand on commence à travailler en équipe, c'est super important le processus. Moi, typiquement, j'organise mes semaines comme ça, c'est que le lundi, mardi, vendredi, en général, c'est des journées où je fais tous mes calls, c'est tous les trucs un peu opérationnels, c'est-à-dire que tous les trucs qu'il faut faire et qu'il n'y a pas le choix, la compta, etc. Euh, Toutes les réunions aussi, du coup, avec mon équipe, bah, nous, c'est tous les lundis matins, on fait un vidéo call et puis on débriefe la semaine qui s'est passée et on prévoit voilà, ce qui se va se faire dans la semaine, mais surtout, c'est de se débloquer dans les tâches quotidiennes s'ils ont du mal à implémenter une fonctionnalité ou il y a un client où ils savent pas quoi répondre. Les mardis et jeudis, du coup, c'est réservé vraiment au côté créatif, c'est-à-dire que écrire les articles de blog qui me sont passés par la tête ou une expérience qui était assez cool à partager, enfin, toutes les choses que j'aime partager, et voilà, c'est plus réservé à l'écriture et éventuellement au code. Et moi, tous les matins, je fais un stand-up, enfin, on fait un stand-up, c'est-à-dire qu'on écrit, donc on utilise beaucoup Notion. Notion, c'est une sorte d'endroit où on peut mettre toutes ces données, c'est une sorte de super Microsoft Word avec enfin, des aptitudes à faire des tableaux comme du Excel. Enfin, c'est un outil génial. Donc du coup, on fait nos stand-up dessus. On dit typiquement, voilà, chaque journée, je me dis, j'ai une tâche importante dans la journée qui est à faire et j'ai des tâches secondaires, c'est-à-dire les appels, les interviews. La tâche importante, c'est par exemple déployer une nouvelle version du site. Donc voilà comment je m'organise. Après, il n'y a pas, je pense pas que j'ai. Essentiellement, ouais, tout tourne autour de Notion, de Slack pour la communication un peu instantanée, mais je vois pas. Voilà. Est-ce que tu as un grand rêve, un grand objectif à terme en fait, qui te tient à cœur et que tu essayes au travers un peu de tout ça? Quelle est la finalité de gérer des business ou de lancer des activités, et de générer des revenus alternatifs, etc. Donc moi, je me suis beaucoup découvert au travers de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que bah, les valeurs qu'on se découvre, par exemple, voilà, maintenant je vois pas en 2020 entreprendre sans vraiment avoir une conscience écologique. Je pense qu'on vit dans un monde maintenant qui est beaucoup plus, voilà, la terre va mal, et du coup ça crée des valeurs où dans la façon de consommer et la façon de dépenser des ressources aussi. Maintenant, on dit toujours bah, que économiquement, il faudrait que pour sauver la Terre, il faudrait qu'on ait une décroissance. Euh, donc du coup, c'est vrai que c'est beaucoup inhérent à la culture maintenant que j'insuffle aussi, c'est le télétravail, le côté nomade aussi. Moi, j'ai pas de bureau fixe, donc je travaille vraiment un peu partout. Euh, j'ai perdu ta question. Ça arrive. Non, non, c'était de savoir si effectivement tu avais un but ou un objectif. Je crois que tu m'avais parlé peut-être d'arriver à être en itinérance, pas perpétuelle, mais peut-être 6 mois. Après, t'as pas d'enfant aujourd'hui. C'est peut-être un objectif de vie. Est-ce que tu penses que tu arriveras enfin, souvent, quand on a, tu es obligé un peu de te sédentariser parce que voilà, pour des raisons, bah, ne serait-ce que la scolarité, etc. Tu t'es projeté un peu. Tu me disais que avec ta conjointe, tu voulais vivre dans une tiny house. Tu penses que tu essaieras d'aller vivre en tiny house en famille? J'ai vu un reportage d'ailleurs la dernière fois où je voyais quelqu'un en tiny house en famille, mais tu penses que tu vas essayer d'adopter un mode comme ça, ou comme ceux qui, par exemple, font, je sais pas, l'école à leurs enfants en faisant le tour du monde. Tu penses que tu vas basculer vers
T'aimerais basculer vers un mode de vie un peu comme ça? Je pense qu'il faut essayer. Moi, je t'avoue que les problèmes, je les prends comme ils viennent, ou sinon je deviendrais fou. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, par exemple, les gens qui font le tour du monde en vélo, je pense que c'est une expérience aussi à faire. Ces gens qui vivent de façon alternative montrent que on peut pas d'avoir des expériences mémorables et de passer des moments uniques sans forcément dépenser toute sa fortune. Donc clairement là, le but aussi, c'est un des projets de vie qu'on a, c'est d'acheter un terrain, faire construire une petite maison écolo et faire une maison d'hôte et autour mettre des tiny house pour pouvoir avoir cette flexibilité là de. C'est vrai que quand on fait du batch cooking, on y a pensé. La cuisine d'une tiny house est trop petite, mais du coup pour cuisiner dans la maison et vivre dans une tiny house, c'est le bon compromis. Mais voilà, je pense que c'est un objectif où voilà toujours vivre sans forcément abîmer ce qu'on a autour de soi. C'est l'une des valeurs, des principes que j'ai depuis quelque temps. Voilà. Super, on arrive à la fin de l'épisode. Stéphane, est-ce que tu peux conseiller, enfin, quels sont les livres que tu lis en ce moment et est-ce que tu peux en profiter pour nous parler peut-être des citations que tu as particulièrement aimées ou inspirées? Enfin voilà, si tu as des conseils lecture et des citations comme traditionnellement je demande en fin d'épisode. Citation, le classique, le professeur, l'erreur est le meilleur des professeurs, ou ne pas demander la permission, mais demander le pardon. Donc ça, c'est vraiment, voilà, si vous voulez faire quelque chose, faites-le, et puis si ça brusque quelqu'un, juste excusez-vous. Les livres du moment, c'est... Les livres du moment, là je viens de finir, on m'avait dit que c'était impossible, de Jean-Sébastien Trudel, donc le fondateur de Criteo. Super intéressant son histoire, son manifeste, sur la façon dont il a réussi à créer une équipe, lever des fonds. Il parle aussi de sa vie familiale, sa vue sur la société. Donc là, c'était vraiment le livre du moment. Après, super, je le connais pas, donc je vais le mettre dans ma liste. Il est excellent. Ça t'apporte en tant qu'investisseur immobilier, ça t'apporte un autre point de vue. Lui, il est typiquement, faut arrêter de se focaliser sur le cash flow et de taper sur la fiscalité. Chose que quand tu investis en immobilier, tu es là auto-optimisé. Sinon, il y a le classique Père riche, Père pauvre, hein, qui revient souvent. La semaine de 4 heures dont tu as parlé tout à l'heure. Voilà. Ouais, je pense que je fais beaucoup de croisements entre semaine de 4 heures et Père riche, Père pauvre. Avoir la stabilité de l'immobilier, mais d'un côté d'avoir une dynamique à travers une activité commerciale ou qui peut être un site web. Et tu n'achètes plus les livres, hein, tu les uniquement en format numérique? Ouais, pour pas d'avoir les reventes derrière ou les données, je l'ai juste en numérique et surtout l'intérêt, c'est que je souligne les passages qui sont importants parce que moi, à un moment, j'étais très frustré de lire et de pas retenir ce que j'avais lu. Et même 24 heures après, j'ai oublié 3/4 des choses que j'ai lues. Donc, du coup, je souligne en fait, et à chaque fois que je branche mon Kindle à mon Mac ou même mon Kindle, je peux l'accéder en ligne. Je peux synchroniser en fait mes notes. Mes surlignages plutôt, c'est même pas des notes. Et du coup, ça synchronise avec mon Notion où là, j'ai les micro-résumés de chaque livre que j'ai lu. Voilà. Super. Bon, écoute, merci beaucoup en tout cas pour ton passage sur le podcast. Et puis, n'hésite pas à revenir vers nous pour nous parler de l'évolution un peu de tes différents projets et des tiny house. Ça marche. Merci à toi. Merci, à bientôt. L'épisode est maintenant terminé. J'espère que vous l'avez apprécié, qu'il vous a inspiré. Si oui, pensez dès à présent à vous abonner. Et si vous voulez m'aider à faire vivre ce podcast, alors je vous invite à laisser un commentaire ou une évaluation sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez. Cela me permet d'améliorer le contenu et de le faire connaître à un plus grand nombre de personnes. Et pour vous remercier de votre aide, je ferai chaque mois un tirage au sort parmi les nouveaux contributeurs et j'offrirai 1 heure de coaching ainsi qu'un bon d'achat de 20 € sur Amazon. Le nom du gagnant sera publié sur Facebook. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur ma chaîne YouTube ainsi que sur Facebook, Twitter et Instagram. Je mettrai les liens dans le descriptif de l'épisode et sur le site internet www.developpementroyal.com. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes. Si vous êtes arrivé à la fin de ce podcast, alors permettez-moi de vous proposer un passage à l'action. Si vous voulez apprendre à vous organiser pour devenir plus efficace dans votre business et dans votre vie, alors dans ce cas, inscrivez-vous à ma formation Super Organisé. C'est simple,
Il vous suffit de suivre le lien dans le descriptif de l'épisode ou sur le site www.développementroyal.com.